En l'an 2009, dans la chaleur étouffante d'une mine de charbon en Colombie, la Terre a révélé un secret vieux de 60 millions d'années. Une équipe de paléontologues excavait les vestiges d'une ancienne forêt tropicale lorsqu'ils découvrirent quelque chose qui défiait la logique. Une unique vertèbre. Elle était si grande, si épaisse, qu'elle semblait appartenir à un monstre mythologique, non à un animal réel. La première explication semblait évidente. Ce devait être un crocodile. Dans ce monde ancien, juste après l'extinction des dinosaures, les crocodiliens étaient les rois des marais, d'énormes prédateurs qui dominaient les eaux. Trouver un ossement géant de l'un d'eux était prévisible. C'était la réponse sûre, la conclusion rationnelle. Mais à chaque regard, la certitude se dissipait. Il y avait quelque chose qui clochait fondamentalement. Les courbes douces, la structure de l'os, rien de tout cela ne correspondait à l'anatomie d'un crocodile. C'était comme essayer de reconstituer un puzzle avec une pièce qui n'appartenait pas à la boîte. Cet ossement racontait l'histoire d'une créature au corps différent, aux mouvements différents. Ce fragment de fossile n'était pas seulement un mystère, c'était une contradiction. Une anomalie qui défiait tout ce que l'on savait sur les limites de la vie. La vérité à son sujet ne figurait dans aucun livre de biologie connu. Car l'animal qui avait laissé cet ossement n'aurait jamais dû exister. La réponse a ébranlé la communauté scientifique. Cette vertèbre n'appartenait pas à un crocodile. C'était celle d'un serpent. Et à mesure que les fouilles progressaient, ce qui était un mystère se transforma en une révélation aux proportions colossales. D'autres vertèbres émergèrent de la roche, puis des côtes, des dizaines de fossiles qui racontaient la même histoire impossible. Chaque os était la pièce d'un puzzle qui formait une créature plus grande que n'importe quel cauchemar. Ce lieu, Sarajan, n'était pas un simple cimetière d'ossements. C'était une photographie du passé, une capsule temporelle parfaitement scellée par la boue et les cendres il y a 60 millions d'années. Un écosystème entier, des feuilles des arbres aux poissons des rivières, avait été préservé avec des détails impressionnants. Et au centre de cette image se trouvait-elle, le prédateur suprême de ce monde perdu. Ils avaient besoin d'un nom à la hauteur de la légende qu'ils étaient en train de déterrer. Et c'est ainsi qu'elle fut baptisée. Titanoboa. Au laboratoire, l'incrédulité dominait. Les scientifiques mesurèrent, calculèrent et recalculèrent. Les résultats étaient si absurdes qu'ils crurent qu'il y avait une erreur dans les méthodes, dans les ordinateurs, dans tout. Mais il n'y en avait pas. Les chiffres insistaient sur la même vérité stupéfiante. Un serpent de plus de 15 mètres de long, de la queue à la tête. Un corps qui pesait plus de 1000 kilos. Pour se faire une idée, le plus grand anaconda vivant aujourd'hui atteint à peine la moitié de cette longueur et un cinquième de ce poids. Le Titanoboa était aussi long qu'un bus scolaire et aussi lourd qu'une petite voiture. Ce n'était pas seulement un serpent géant, c'était le plus grand prédateur qui ait marché, ou plutôt rampé sur la Terre depuis l'extinction des dinosaures. Mais la découverte souleva une question bien plus profonde que sa taille. Les animaux à sang-froid, comme les serpents, ont des limites biologiques strictes, définies par leur environnement. Une créature de telle dimension ne devrait pas pouvoir exister selon les règles de la nature telles que nous la connaissons. Pour que la vie ait créé le Titanoboa, la planète elle-même aurait dû être différente. Un monde au pouls plus chaud, avec une énergie qui a poussé la biologie au-delà de toutes les limites connues. La clé de la taille impossible du Titanoboa ne réside pas dans une force mystique, mais dans sa biologie la plus fondamentale. Comme tous les serpents, c'était un animal ectotherme, ou à sang froid. Cela ne signifie pas que son sang était littéralement glacial, mais qu'il ne pouvait pas générer sa propre chaleur interne. Imaginez-le comme une machine fonctionnant à l'énergie solaire. Son énergie, son métabolisme, sa capacité même à se déplacer et à digérer, tout dépendait directement de la chaleur qu'il absorbait de son environnement. Et c'est la règle qui change tout. Dans un environnement plus chaud, le moteur métabolique d'un serpent s'accélère. Avec plus d'énergie disponible, il peut digérer de plus grands repas plus rapidement, croître à un rythme impressionnant et surtout, supporter une masse corporelle qui serait impensable dans un climat plus froid. Les plus grands serpents d'aujourd'hui, comme les anacondas et les pythons, vivent déjà à la limite de ce que notre climat actuel permet. Pour eux, le monde est déjà presque trop froid. Ainsi, le Titanoboa n'était pas seulement un prédateur. C'était un thermomètre vivant.
Chacun de ces os fossilisés est un enregistrement climatique, une lecture de la température de la Terre il y a 60 millions d'années. Et cette lecture indique un monde drastiquement plus chaud que le nôtre. Une planète serre, où la chaleur constante n'était pas seulement une condition, mais le carburant qui alimentait le gigantisme. Cette découverte nous force à imaginer ce qui aurait pu exister d'autre. Si vous pouviez découvrir le fossile d'une créature impossible, quel animal serait-ce? Laissez votre idée dans les commentaires ci-dessous. Explorons ensemble les limites de l'imagination. Des histoires comme celle-ci sont pour ceux qui cherchent à comprendre le monde à un niveau plus profond. Elles ne sont pas pour tout le monde. Seuls les élus cliqueront sur le bouton rouge pour s'abonner et poursuivre ce voyage. Maintenant que nous comprenons la science derrière sa taille, il est temps de plonger dans son habitat. Voyageons vers ce monde perdu, une planète fiévreuse, qui fut le seul foyer possible pour le plus grand monstre ayant jamais rampé. Pour comprendre le Titanoboa, nous devons voyager dans le monde qui l'a vu naître. Il y a 58 millions d'années, la Terre était une planète méconnaissable, une serre mondiale. Dans la région que nous connaissons aujourd'hui comme la Colombie, la température moyenne était d'au moins 32 degrés Celsius tout au long de l'année. Il n'y avait pas d'hiver, pas d'automne, juste un été éternel et implacable. Imaginez une forêt tropicale qui ne se refroidit jamais, pas même dans l'obscurité de la nuit. L'air était si lourd et humide qu'on pouvait presque le mâcher. Les rivières ne coulaient pas, claires et fraîches, mais étaient lentes, sombres et chaudes comme l'eau d'un bain. Au-dessus, une canopée de feuilles géantes bloquait la majeure partie du soleil, plongeant le sol de la forêt dans une pénombre perpétuelle, troublée seulement par le son constant de la pluie et le bourdonnement des insectes. Mais comment la vie parvient-elle non seulement à survivre, mais à prospérer dans une fournaise aussi implacable? Pour les animaux à sang froid, cette chaleur extrême n'était pas un obstacle, c'était le carburant. Dans un monde sans froid pour ralentir leur corps, ils pouvaient atteindre des tailles monumentales. C'était un royaume de géants, où le Titanoboa n'était pas la seule créature de taille impressionnante. Les fossiles révèlent des tortues aux carapaces de la taille d'une petite table de salle à manger, véritable forteresse ambulante. D'anciens parents des crocodiles, aux mâchoires courtes et épaisses, faites non pas pour percer, mais pour broyer les carapaces de ces mêmes tortues. Même les poissons qui nageaient dans ces eaux troubles étaient énormes. Ce n'était pas un écosystème ordinaire, c'était un labyrinthe où chaque ombre pouvait dissimuler un géant. Dans un monde peuplé de chars blindés et de mâchoires broyeuses, que faut-il pour être le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire? La réponse ne résidait pas dans la force brute, mais dans la stratégie. L'environnement lui-même offrait l'arme parfaite. Les eaux de ce marécage étaient sombres, teintées de matière organique en décomposition, ce qui rendait la visibilité quasi nulle. C'était un labyrinthe de racines submergées et de végétation dense. Ce monde n'était pas un défi pour le Titanoboa. Il était fait pour lui. La chaleur constante maintenait son moteur métabolique à sa puissance maximale. Les eaux troubles dissimulaient son corps colossal. Et les autres géants, lents et lourds, constituaient la source de nourriture parfaite. Dans ce labyrinthe aquatique, la chasse ne reposait pas sur la vitesse ou la poursuite. C'était un jeu de patience. Et pour un prédateur de la taille du Titanoboa, l'attente était la partie la plus dangereuse de l'attaque. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les films. L'image d'un serpent colossal pourchassant des héros à travers la jungle est pure fiction. Pour le Titanoboa, la terre ferme était un territoire ennemi. Avec plus de 1000 kilos répartis sur 15 mètres, chaque mouvement sur Terre aurait été une bataille épuisante contre la gravité. Son propre poids l'aurait écrasé, transformant ses puissants muscles en une ancre. Son véritable domaine, son royaume, c'était l'eau. Dans les marais troubles du Paléocène, le Titanoboa se déplaçait avec la grâce silencieuse d'un fantôme. Il ne chassait pas comme un serpent, mais comme un crocodile. Lent, méthodique, presque invisible. Submergé, avec seulement les yeux et les narines perçant la surface de l'eau, il pouvait attendre des jours, voire des semaines, dans un état de quasi-hibernation. C'était la personnification de la patience, un prédateur qui opérait sur une échelle de temps géologique, attendant le moment parfait. Imaginez la scène. Un des crocodiliens anciens, un géant en soie, s'approche du bord de l'eau pour boire. La surface est calme. L'air est lourd et immobile. Aucun signe de danger, aucun son,
aucune ondulation. Et puis, en une fraction de seconde, l'eau explose. Ce n'est pas une poursuite, c'est une éruption. Le titanoboa ne se jette pas pour mordre, mais pour envelopper. L'attaque est si rapide et violente que la proie a à peine le temps de réaliser ce qui s'est passé. Une fois que ses anneaux se refermaient, la fin était inévitable et absolue. Des modèles biomécaniques estiment que le titanoboa pouvait exercer une pression de constriction de plus de 400 livres par pouce carré. Pour mettre cela en perspective, c'est l'équivalent d'être écrasé sous le poids d'un piano à queue sur chaque centimètre de votre corps. Les serpents constricteurs d'aujourd'hui sont des tueurs efficaces, qui tuent en coupant l'afflux de sang vers le cerveau. Le titanoboa était différent. Sa force était si écrasante qu'il n'y avait aucune subtilité, c'était l'annihilation instantanée. Os, organes, tout était pulvérisé en un instant. Son menu se composait d'autres géants. Les tortues aux carapaces blindées, les crocodiles broyeurs d'os et les énormes poissons qui patrouillaient ces eaux sombres. Un seul repas réussi pouvait le sustenter pendant des mois, voire une année entière, lui permettant de retourner à son état d'attente silencieuse. Mais la chasse n'était qu'une des raisons pour lesquelles l'eau était son sanctuaire. Sa dépendance à cet environnement allait bien au-delà de l'embuscade. Sans l'eau, le titanoboa n'aurait même pas pu survivre. Son propre corps serait devenu sa prison. L'eau était plus que le territoire de chasse de la titanoboa. C'était son armure, son refuge, le système qui faisait fonctionner sa colossale machine à vivre. 3 piliers fondamentaux, tous dépendants de l'eau, soutenaient son existence. Le premier pilier était la simple physique de la flottabilité. Sur la terre ferme, son corps d'une tonne serait devenu une prison. La force de la gravité aurait comprimé ses organes internes, rendant la respiration et la digestion difficiles. Chaque mouvement aurait été un effort herculéen. Mais dans l'eau, la gravité perdait son pouvoir. La poussée d'Archimède la libérait, la transformant de géante lourde et maladroite en un prédateur agile et silencieux. Elle devenait légère, un sous-marin vivant naviguant sans effort à travers son royaume liquide. Le deuxième pilier était l'art de l'invisibilité. Les eaux des marais du Paléocène étaient sombres et troubles, pleines de sédiments et de matière organique en décomposition. Pour la titanoboa, c'était le camouflage parfait. Sa peau sombre, au motif qui imitait peut-être le jeu de l'ombre et de la lumière sur l'eau, la fondait dans son environnement. Sur Terre, sa taille en aurait fait une cible visible à des kilomètres. Dans l'eau, elle était un fantôme. C'était la différence entre être le chasseur et la proie. Mais le troisième pilier révèle l'ironie la plus cruelle de son existence, la thermorégulation. La même chaleur extrême qui alimentait son métabolisme de géant et permettait sa croissance colossale était aussi une menace mortelle. Tel un puissant moteur, son corps générait une chaleur résiduelle, et dans un monde qui était déjà une fournaise, la surchauffe était un danger constant. L'eau était son unique radiateur, le seul endroit où elle pouvait dissiper l'excès de chaleur et maintenir son corps à la température de fonctionnement parfaite. Ensemble, ces 3 piliers montrent que la titanoboa n'était pas un accident de la nature. Elle était la conséquence logique et inévitable d'un monde poussé à l'extrême. Une créature si parfaitement en phase avec son environnement que chaque fibre de son être dépendait de cette chaleur, de cette eau, de cet écosystème spécifique. C'était l'apogée de la spécialisation, le chef-d'œuvre d'un monde perdu. Les spécialistes suprêmes, cependant, partagent une vulnérabilité fatale. Ils sont parfaitement adaptés à un ensemble de conditions et totalement incapables de survivre en dehors de celles-ci. La titanoboa était la reine d'un royaume qui était sur le point de disparaître à jamais, et sa perfection serait sa condamnation à mort. L'extinction du titanoboa ne fut pas un événement cataclysmique. Il n'y eut ni météore, ni supervolcan. Sa mort fut silencieuse, graduelle, et pour cette raison même, bien plus tragique. L'ennemi qui la vainquit n'avait ni dents ni griffes. Son ennemi fut la planète elle-même. Après l'ère de chaleur extrême du Paléocène, la Terre commença à se refroidir. Le thermostat mondial, qui alimentait autrefois le gigantisme, fut lentement baissé. Pour un géant à sang froid, une baisse de quelques degrés seulement dans la température moyenne n'était pas un inconvénient. C'était une condamnation à mort. Son moteur métabolique, qui dépendait de la chaleur externe pour fonctionner, commença à défaillir. La digestion, qui traitait autrefois efficacement des tortues entières, devint un processus lent et agonisant. Ses muscles,
capables d'une force explosive, devinrent lents et lourds. La chasse, qui était un acte de patience et de puissance, devint un exercice de futilité. Essentiellement, le titanoboa mourut de faim au ralenti sur d'innombrables générations. Mais la tragédie était encore plus grande, car il n'y avait pas que lui qui mourait. Son monde entier disparaissait. Les marécages chauds et humides qui étaient son sanctuaire commencèrent à s'assécher et à rétrécir. Les proies géantes dont il dépendait, les tortues colossales et les crocodiles primitifs, étaient aussi victimes du froid et disparurent avec les marécages. Comment un roi peut-il régner lorsque son royaume se transforme en poussière sous ses pieds? Tandis que l'ancien monde des reptiles géants s'effondrait, un nouvel ordre s'élevait des cendres. Les mammifères. À l'époque du titanoboa, c'étaient de petites créatures vivant dans l'ombre. Mais ils possédaient un avantage révolutionnaire, le sang chaud. La capacité de générer leur propre chaleur interne les libéra de la tyrannie de la température ambiante. Tandis que le titanoboa devenait lent et faible, les mammifères restaient agiles et actifs, s'adaptant, se diversifiant et revendiquant le monde que les reptiles laissaient derrière eux. La chute du titanoboa ne fut pas une bataille. Ce fut le remplacement d'un paradigme. La puissance brute, dépendante d'un monde stable, céda la place à la résilience et à l'adaptabilité. Son histoire prouve qu'être le plus fort ne garantit pas la survie. Elle garantit seulement que, lorsque vous tombez, votre chute restera dans les mémoires à jamais. La fin du titanoboa n'est pas venue avec le rugissement d'un plus grand prédateur, ni avec le fléau d'une maladie invisible. Il n'a pas été vaincu au combat. Il a simplement été effacé, défait par la force même qu'il avait créée, la planète elle-même. Son extinction a été causée par un changement subtil, mais implacable, du thermostat de la Terre. Le monde s'est refroidi et le feu qui nourrissait le géant s'est éteint. Pendant un bref et brillant instant dans la longue histoire de la Terre, toutes les conditions se sont alignées en une conspiration parfaite pour créer l'impossible. La chaleur implacable, les marais sans fin, l'abondance de proies géantes. Ensemble, elles ont forgé le plus grand serpent qui ait jamais vécu. Ce n'était pas un monstre, mais l'expression ultime de son temps et de son lieu. Son existence est la preuve que notre planète a un jour été un lieu radicalement différent. Un monde étranger gouverné par des règles biologiques qui aujourd'hui nous semblent relever de la fantaisie. Mais sa chute nous enseigne la leçon la plus importante de toutes. Elle démontre la fragilité stupéfiante qui se cache derrière le pouvoir absolu. La force d'une créature ne se mesure pas seulement à sa taille ou à sa mâchoire, mais à la stabilité du monde qui la soutient. Le titanoboa n'est pas seulement un fossile dans un musée, c'est un symbole éternel de la connexion délicate et puissante entre la vie et l'environnement. Un fantôme fossilisé qui nous murmure un avertissement à travers les millénaires. L'histoire de ce géant oublié nous force à réfléchir. Que nous disent l'ascension et la chute du titanoboa sur notre propre époque? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous en pensez, et même les commentaires anonymes sont les bienvenus pour enrichir la discussion. Si ces voyages dans le passé lointain éveillent votre curiosité et vous font remettre en question le monde tel que nous le connaissons, alors rejoignez-nous. Aimez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations. Chaque abonnement est ce qui nous permet de continuer à déterrer ces histoires incroyables. Car au final, les plus grands monstres ne sont pas ceux que la nature crée, mais les mondes qu'elle défait.